Pont Neuf, le magazine hebdomadaire consacré à l'actualité du livre sur Radio J. Invité de Pont Neuf, Jacques Checroun pour son livre Le procès de Spinoza qui paraît aux éditions Albin Michel. Jacques Checroun, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous entreprenez donc de raconter le procès de Spinoza à Amsterdam en 1656, mais vous le faites sous forme d'un roman. Est-ce que vous respectez tout à fait la trame historique de ce procès ? Alors, l'histoire a laissé des blancs. Et c'est un grand bonheur pour le romancier que je suis, puisque j'ai eu infiniment de joie. On dit de Spinoza qu'il est le philosophe de la joie, donc ça se conjugue bien avec Spinoza. J'ai eu infiniment de joie à remplir les blancs. Je prends un exemple. La rencontre entre Spinoza et Rembrandt, ça vous l'avez inventé. Alors, Mais vous n'avez pas inventé en revanche le portrait peint par Rembrandt de Ménassé Ben Israël. C'est ça, effectivement, le Rembrandt a peint le portrait du rabbin Ménassé Ben Israël. On sait que Rembrandt habitait à 2 maisons de celle de Spinoza dans le quartier juif d'Amsterdam. Il est peu vraisemblable dans ces conditions qu'ils ne se soient pas rencontrés. Et c'est la raison pour laquelle j'ai effectivement imaginé dans un chapitre du livre qu'ils se sont, on va dire, croisés dans la librairie de Franciscus van den Eden, qui est devenu le professeur de latin et quelque part un peu un guide spirituel pour Spinoza, quelqu'un qui l'a mis sur son chemin. Et à partir de cette rencontre, d'ailleurs, il deviendra de plus en plus, comment on peut dire, sulfureux, mais ça a commencé très tôt. Vous racontez une scène dans un magasin d'alimentation où des gens se chamaillent sur le problème de savoir si le riz est cachère pour Pessah ou pas. Et alors, vous lui faites dire à lui, Spinoza, vous vous rendez compte de ce que devient la religion avec de sots zélateurs qui veulent toujours en faire plus. Donc ce tempérament un peu subversif, il l'a tout jeune. Alors, est-ce qu'on peut dire qu'il l'a tout jeune ? Je crois que tout jeune, en fait, Spinoza est un bon élève de son école juive. À 8 ans, c'est un garçon qui connaît par cœur le premier livre de la Torah, la Genèse. Il parle l'hébreu, il lit l'hébreu, et tout le monde voit en lui un futur rabbin. Il y a vraiment beaucoup d'espoirs qui sont mis sur ce jeune garçon. Sauf qu'à l'adolescence, dans une ville cosmopolite comme Amsterdam, où il y avait toutes sortes de tendances, les Quakers, les Mémonites, un tas de sectes chrétiennes, des gens qui se réunissaient, qui parlaient dans les tavernes, dans des salons, forcément, Spinoza, je dis forcément, c'est pas arrivé à tout le monde, mais en tout cas, à lui, c'est arrivé. Il fait des rencontres. Ces rencontres comme c'est quelqu'un de curieux, il va être intéressé par ce que les uns et les autres disent, et ça va effectivement lui faire prendre une voie qui, on va dire, n'est pas, on dirait aujourd'hui, pas très orthodoxe. Pas très orthodoxe, vous lui faites dire d'ailleurs, le judaïsme est une religion intelligente, mais les ignorants en font une affaire de superstition. C'est une forte tête au départ. Alors c'est une forte tête à partir de ses, on va dire 18-19 ans, puisque c'est là qu'il va commencer effectivement à sortir, je dis à un certain moment qu'il sort de la synagogue pour rencontrer Dieu. En fait, je dis qu'il sort de la religion. J'ai voulu que ce soit un peu plus général parce que je suis un peu convaincu que s'il n'avait pas été juif, mais qu'il avait été catholique ou calviniste, ça aurait été exactement la même chose. Il aurait rencontré les mêmes difficultés avec la communauté, avec une communauté chrétienne. Et donc, je fais dire à un moment dans mon livre qu'il quitte la religion pour rencontrer Dieu.
parce que ne se sentant pas à l'aise dans le dogme, dans le discours des rabbins, et pensant que Dieu est plus grand. On dit en hébreu, on dit à nombreuses reprises dans la liturgie, Gadol, 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 il est grand. Et pour lui, il est tellement grand qu'il ne peut pas se réduire à ce que certains, peut-être pas tous, mais à ce que certains rabbins disaient, et ça l'a fait s'éloigner de la synagogue. Ça l'a fait s'éloigner de la synagogue et un peu de sa famille, parce que sa famille est traditionnaliste. Et vous racontez d'ailleurs un soir de seder dans la famille Spinoza, et c'est l'occasion d'engueulades copieuses entre les uns et les autres. Et Bento, puisque vous l'appelez Bento, on dit, il s'appelle Baruch, on dit Bénédicte, mais apparemment on l'appelait Bento. C'est ça. En fait, alors juste par rapport à ce prénom, donc il s'appelle Baruch en hébreu. Baruch, ça veut dire le béni. Le béni en français, c'est Benoît. Le béni en latin, c'est Benedictus. Le béni en espagnol, c'est Bendito. Et le béni en portugais, c'est Bento. Or, donc Spinoza vient d'une famille hispano-portugaise, puisque sa famille, ses aïeux venaient d'Espagne. Ils ont été chassés d'Espagne donc du fait de l'Inquisition par Isabelle la catholique en 1492. C'est des gens qui ont fui. Beaucoup de Juifs espagnols sont partis, ont traversé la Méditerranée et sont allés, comme nos aïeux communs, au Maroc ou en Algérie. Mais ceux qui étaient plus du côté de Madrid, Tolède, eux sont partis au Portugal. Et le problème, c'est que quelques décennies plus tard, la même Inquisition a eu lieu au Portugal. Ils ont été obligés de partir. Or, vers où partir? Il y avait là l'océan. Où mener l'océan? Eh bien, sans traverser de l'Atlantique. Il y avait une destination qui était toute indiquée parce que à l'époque, Amsterdam était la capitale mondiale du commerce. C'était la grande puissance économique mondiale. Eh bien, c'était un peu l'Eldorado. Et c'est vers cet Eldorado que la famille de Spinoza est allée. Et donc, effectivement, pendant son enfance et même longtemps, ses frères, ses sœurs, ses parents l'appelait Bento, puisque c'est comme ça que c'est la contraction du béni en portugais. Alors, il y a, on va parler évidemment du procès. J'ai appris, je ne savais pas qu'entre le procès d'Uriel da Costa et le procès de Bento Spinoza, comme vous l'appelez, il s'est passé 16 ans. Uriel da Costa, d'ailleurs, s'est suicidé à la suite de son excommunication, et ça n'a pas empêché le deuxième procès qui a été donc celui de Spinoza. Ça n'a pas empêché le procès de Spinoza. Il y en a eu d'autres d'ailleurs, puisqu'il y a eu celui de Prado, Daniel de Prado, donc qui s'appelait originellement Juan de Prado, mais il trouve que Juan, quand il arrive à Amsterdam, il trouve que Juan c'est pas assez juif, donc il change en Daniel de Prado. Et Daniel de Prado, je le fais en fait vivre le même procès que Spinoza, même si historiquement c'est pas tout à fait vrai, mais ces deux procès ont eu lieu à des époques concomitantes. Donc des procès, des hérèmes, il y en a eu beaucoup, il y en a eu même contre des rabbins. Il y a des rabbins, le rabbin Ménassé Ben Israël, donc, qui est une grande figure donc, du judaïsme hollandais de l'époque. Il a subi un hérème, et comme il avait la voix, on va dire, un peu forte... Oui, mais enfin, ça a été un hérème très court. Alors, dans le temps. Oui, c'est ça, il y avait des Tandis que d'une journée. d'Uriel da Costa, comme celui de Spinoza, est définitif. Alors, il est définitif, il est absolument terrible, puisque le hérème emporte interdiction de communiquer avec sa famille, interdiction de communiquer avec qui que ce soit, sous peine, pour ceux qui communiquent avec lui, de hérème eux-mêmes. Et puis, c'est son âme qui est maudite à tout jamais, son nom qui est maudit. Ce qui me fait dire d'ailleurs que ce hérème, il a fait flop. Il a fait flop, puisque vous expliquez que le hérème, on va découvrir que le hérème n'a pas été signé. On a Alors là, vous révélez la fin. Vous révélez la fin. Oui, je révèle la fin. C'est effectivement le climax du livre. Alors, on ne sait pas si c'est une ultime pirouette ou si ça correspond à quelque chose. Mais si je dis qu'il a fait flop, ce hérème, c'est parce que
on dit il y est dit que le nom de Spinoza soit maudit à tout jamais. Or, la réalité, c'est que depuis 350 ans, on ne parle que de Spinoza. Son nom est partout. C'est l'un des plus grands philosophes de l'Occident. Il y a même eu une réhabilitation par Ben Gourion, qui était à l'époque Premier ministre d'Israël. Ça vaut quand même quelque chose. Ben Gourion a effectivement milité pour que Spinoza soit réhabilité, et il y a une rue Ben Gourion à Tel Aviv. Une rue Spinoza. Une rue, oui. Des rues Ben Gourion, il n'y a que ça. Il y a une rue Spinoza, oui, bien sûr. Mais vous montrez aussi, donc on ne saura pas si ça correspond à la réalité. Est-ce que vous l'avez inventé, le fait que les gens n'aient pas, que les membres du Mahamad, comme vous l'appelez, n'ont pas signé. Ça, c'est inventé. Ah non, c'est pas inventé. Ça, je l'ai effectivement trouvé dans mes recherches, qu'effectivement, ce Mahamad-là n'est pas, ce Hérem-là n'est pas signé. Et du coup, ça a été une opportunité absolument merveilleuse pour l'écrivain qui était en train de chercher un ultime rebondissement, de dire, mais là, je peux vraiment en faire quelque chose. Mais je vais peut-être pas en dire plus, parce qu'encore une fois, c'est un ultime rebondissement d'un roman. Mais ce que vous montrez aussi, c'est que le procès a été beaucoup plus complexe qu'il n'y paraît. Et Spinoza, d'ailleurs, s'est trouvé quelques défenseurs. Il y a eu des gens qui ont plaidé sa cause. Alors, ou ça aussi, vous l'avez inventé. Il avait forcément des partisans. Il ne pouvait pas être seul, absolument seul. Donc il avait forcément, on sait qu'il avait des amis. Beaucoup de ses amis étaient non-juifs, et d'ailleurs ils viennent assister au procès, et ils sont conduits parce qu'on dit que c'est réservé seulement aux fidèles. Mais je pense qu'il avait effectivement des amis qui l'ont soutenu. Il n'y en a pas beaucoup. Il est dit quand même au début du procès qu'il cherche ses soutiens et qu'il les compte sur les bouts des doigts. C'est l'une des scènes, effectivement, où il rentre dans la synagogue qui est transformée en tribunal et où il ne voit que des regards hostiles, et il va chercher à droite, à gauche, ceux qui pourraient lui être favorables, et ils ne sont pas très, très nombreux. Alors, ce qui est intéressant dans votre roman, c'est que vous situez le procès dans un contexte, vous l'avez fait d'ailleurs au début de cet entretien, celui de familles maranes qui étaient forcées de cacher leur judaïsme, qui venait d'Espagne, du Portugal, et qui tout d'un coup se sont retrouvés à l'air libre. Donc il fallait en faire 2 fois plus, il fallait en rajouter dans le judaïsme. C'est ça, c'est une communauté dans la religion. Oui, c'est sûr, c'est une communauté qui était en construction. Ce sont des gens dont les grands-pères, les arrière-grands-pères avaient été privés de tout contact avec le judaïsme. Donc le judaïsme, c'était devenu une espèce de fantasme, une terre promise qu'il fallait reconquérir, qu'il fallait retrouver. Mais la plupart ne parlaient pas hébreu, ne connaissaient rien. Ils voulaient revenir à leurs racines, et ils avaient la possibilité, en ayant émigré à Amsterdam, où il y avait un esprit de tolérance et où les autres religions étaient admises, ils pouvaient effectivement reconstituer une communauté. Simplement, encore une fois, il n'y avait aucun érudit, personne ne connaissait rien, personne ne savait lire, personne ne savait faire un kiddush, encore moins un kaddish. Et d'ailleurs, tous les rabbins qui sont cités dans mon livre, qui interviennent à un moment ou à un autre, mais tous les rabbins de la communauté viennent d'ailleurs. On fait venir d'Amsterdam, on fait venir les rabbins de Venise, on les fait venir de Fès, on les fait venir de Meknès, on les fait venir d'Oran comme le rabbin Sasportas, on les fait venir finalement partout où il y a des communautés florissantes, parce que tout simplement il n'y a pas de rabbin. Alors cette communauté... Sauf que lui, on espérait en faire un rabbin. Oui, il a fait des études pour être rabbin, il est dans une yeshiva. C'est ça, lui il est dans la nouvelle génération, celle qui est élevée par des rabbins, d'ailleurs le rabbin qui va faire son éducation, donc Mortera, il vient de Venise, et par conséquent, oui, c'est une communauté, pour répondre à votre question initiale, qui a tellement besoin de se constituer qu'elle est peut-être plus royaliste que le roi. Elle est extrêmement rigoureuse et elle va exiger qu'on soit dans le respect strict de la loi. Aujourd'hui, le procès de Spinoza serait impossible parce que finalement, qu'est-ce que représente Spinoza ? Il représente
toute la palette de toutes les tendances du judaïsme, depuis le juif laïque jusqu'au juif le plus orthodoxe, depuis celui qui respecte tout à la lettre, à celui qui ne fait pas Shabbat, à celui qui fait Shabbat mais qui va en voiture chez ses beaux-parents pour faire le vendredi soir et qui repart en voiture, à celui qui ne mange pas kasher ou qui ne mange kasher qu'à la maison mais pas à l'extérieur et pas au restaurant, à celui qui ne va à la synagogue que le jour de Kippour et encore à l'heure de la Nehila. Donc, si on devait effectivement exclure du judaïsme tous ces gens-là, eh bien finalement, il y aurait pas grand monde. Et je dirais que Spinoza, en représentant tout ce que je viens d'écrire là, il serait impossible aujourd'hui de l'exclure. Et c'est le fait que cette communauté était tellement rigoureuse parce que nouvelle et qu'elle avait besoin de marquer des limites sérieuses que ce procès a eu lieu. Je ne sais pas si vous connaissez le musée juif d'Amsterdam, où on a d'un côté Spinoza et de l'autre le rabbin Abouaf, les deux sculptures vous accueillent à l'entrée du musée, et je me suis étonné qu'il n'y ait pas de rabbin Abouaf dans votre Mahamad. Alors, vous l'avez escamoté Alors, il en est question quand même du rabbin Abouaf. La seule chose, c'est que ça devenait compliqué qu'il y ait plusieurs rabbins. Il fallait que déjà le Mahamad, il est composé de 6 parnassim, donc des espèces de jurés, et des rabbins. En mettre un, ça me semblait suffisant. En mettre 3, ça faisait beaucoup de monde. J'ai eu peur qu'on s'y perde, donc j'ai simplifié. Et ça, c'est les libertés que le romancier s'autorise, ce que je n'aurais pas pu faire dans un essai. Et c'est tout le bonheur du roman, hein, de pouvoir effectivement d'être libre de faire ce que l'on veut. Alors j'évoque Abouaf à certains moments. Je l'évoque même au moment où le père de Spinoza, Miguel de Spinoza, veut marier son fils. Il convoque donc Spinoza en lui disant: quel âge as-tu, mon fils? Il lui dit: j'ai 20 ans, tu n'es pas encore marié. Et la fille du rabbin Abouaf: qu'est-ce que tu en penses? Tu devrais aller plus loin parce que c'est un très bon parti. Donc je l'évoque, mais je ne le fais pas figurer dans le tribunal communautaire. Sauf que votre rabbin, celui qui préside le Mahamad, est quand même tiraillé. Il est un peu improbable parce que c'est lui qui a donné l'éducation juive à Spinoza, et donc c'est lui qui est obligé de l'excommunier. C'est un peu comme s'il s'excommuniait lui-même. Alors, le rabbin Mortera, moi, je le place dans une situation effectivement difficile, mais là aussi, c'est un peu le roman qui m'y a conduit, en ce sens qu'il se trouve obligé par les autres à faire partie de ce tribunal. Il est le rabbin de la communauté. Le tribunal, c'est un tribunal de laïcs. Ce sont pas des rabbins, ce sont des laïcs. C'est un peu les administrateurs. Aujourd'hui, on dirait les administrateurs de la synagogue qui font pression. Il peut pas faire autrement parce qu'il a l'exemple de Ménassé ben Israël qui, à chaque fois qu'il a eu il a porté la dragée un peu haute, il a été convoqué à un RM. Il a pris soit un jour d'exclusion, soit même on lui a enlevé des Shabbatot et on l'a réduit à un Shabbat par mois, le rabbin Ménassé ben Israël. On a réduit sa solde par rapport à celle de Mortera, donc il savait qu'il y avait des sanctions qui étaient possibles, et par conséquent, Mortera a été un peu obligé de participer à ça, mais il l'a fait vraiment à contre-cœur, parce que la famille Spinoza, je le dis dans mon livre, il a fait tous les enterrements, et Dieu sait s'il y en a eu, il a fait tous les mariages, il a fait toutes les brit milah, il a fait toutes les bar mitzvah, et se retrouver effectivement obligé à contre-cœur, d'ailleurs, au moment où la sanction est prononcée, et où les jurés ont délibéré, où il se trouve à lire donc le Herem prononcé contre Spinoza, il peut pas le lire, et il dit à l'un des administrateurs, donc à l'un des parnassim, vas-y, lis-toi parce que moi c'est pas possible. Donc c'est vrai qu'il est dans une position inconfortable. Ça a arrangé le romancier que je suis. Comment il est devenu, j'allais dire opticien? Non, il n'était pas opticien, mais enfin, il s'occupait de... Oui, polisseur de verre. Polisseur de verre. Oui, polisseur de verre. Alors, quand il quitte Amsterdam, il va à Leyde, je crois, et c'est là qu'il devient polisseur de verre.
Alors, c'est pas Leyde, c'est dans un petit village, j'ai oublié le nom, dans lequel il a vécu quelques années après avoir quitté Amsterdam. Comment il le devient, je ne sais pas. En tout cas, moi, j'ai imaginé que... polisseur de verre le jour, parce que la nuit, il écrit et il est philosophe. Oui, et puis peut-être polisseur de verre un petit peu de temps en temps. Je trouve que ce qui est intéressant, c'est que polisseur de verre... C'est un philosophe du dimanche, mais un philosophe très doué. À moins que ce ne soit un polisseur de verre du dimanche, parce que j'ai l'impression que des polisseurs, le fait de polir les verres, il ne le faisait que de façon occasionnelle. D'ailleurs, j'ai transmis mon manuscrit à un grand spinoziste qui est le professeur Steven Nadler, qui a écrit Spinoza une vie et qui est professeur à l'université du Wisconsin. Donc je lui avais transmis mon manuscrit pour lui demander son avis et Steven Nadler m'avait corrigé parce que j'avais mis qu'il tenait une boutique d'opticien. Et Nadler m'a dit non, pas du tout. Il tenait pas une boutique d'opticien. C'est chez lui qu'il avait dans un coin de sa chambre un petit atelier d'optique. Et quand quelqu'un lui demandait donc une lentille grossissante ou des lentilles pour des lunettes pour mieux voir. Et je trouve symboliquement c'est très intéressant. Il fournit, et d'ailleurs dans le livre c'est encore plus intéressant parce qu'il fournit il donne des yeux pour voir à celui qui voyait pas vraiment très clairement le vrai. Et Spinoza, il est passionné par la recherche de la vérité, ça apparaît dès le début. Pour lui, rien ne peut faire obstacle à la recherche de la vérité, et ça a été son chemin. Merci Jacques Chocroun, c'était Pont Neuf, l'émission hebdomadaire consacrée à l'actualité du livre sur Radio J, et l'invité aujourd'hui était Jacques Chocroun pour son livre Le procès de Spinoza qui paraît aux éditions Albin Michel. Bonne journée et prenez soin de vous.